soir. 19h-20h. Hélène Zellani. 19h23 sur Europe 1. Merci à ceux d'entre vous qui nous rejoignent. Un bilan déjà très lourd en Russie, au moins 137 morts, un bilan qui pourrait s'aggraver. Un risque terroriste qui nous concerne aussi en France. Vladimir Poutine qui met en cause l'Ukraine. L'attentat dans une salle de concert près de Moscou vendredi soir pose d'innombrables questions. On va bien sûr y revenir très largement avec vous, Marc Ecker. Bonsoir. Bonsoir Hélène Zellani. Merci beaucoup d'être à mes côtés dans le studio d'Europe 1. Vous êtes spécialiste du terrorisme, directeur adjoint à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Alors jusqu'ici, le Kremlin refusait de commenter la revendication de l'État islamique. Et là, à l'instant, c'est tout frais, Vladimir Poutine dit que l'attaque a été commise par des islamistes radicaux. Est-ce qu'on peut dire que c'est un changement de cap ? Ça en a bien l'air, puisque avant c'est plutôt la thèse ukrainienne qui avait l'air de tenir la corde du côté du Kremlin. Or, il y avait un certain nombre de preuves qui s'accumulaient pour montrer que c'était plutôt du côté de l'État islamique qu'il fallait regarder. Et là, on est dans une demi-marche arrière, puisque Vladimir Poutine lance effectivement la piste islamiste, tout en disant que les individus se dirigeaient vers l'Ukraine. Donc, il ne se dédie pas totalement, mais on sent quand même qu'il commence à se résoudre à l'évidence. Voilà, il dit que l'attentat a été commis par des islamistes radicaux qui ont tenté de fuir vers l'Ukraine et qu'il aimerait savoir pourquoi ils ont essayé de partir en Ukraine et qui les attendait. Donc c'est en effet un demi-recul face à des évidences. Est-ce que cet attentat finalement donne de lui une image de faiblesse alors qu'il vient juste d'être réélu ? Une image de faiblesse, je ne sais pas, ça montre qu'il y a un certain nombre de défaillances dans l'appareil de sécurité russe. Alors c'est vrai que Vladimir Poutine se présente volontiers comme l'homme fort de la Russie, mais enfin on peut quand même pas lui imputer toutes les faiblesses de son appareil sécuritaire. Ce qui est sûr, c'est que c'est un échec. Dès qu'un attentat arrive et qu'il n'est pas déjoué, c'est un échec. Maintenant, la Russie a quand même subi d'autres attentats par le passé, y compris sous Vladimir Poutine, et jusqu'à présent, ça ne lui a pas vraiment porté préjudice. Il semble que les États-Unis aient prévenu Moscou de l'imminence d'un attentat il y a une quinzaine de jours qui se serait passé à Moscou selon ce qu'on sait. Washington aurait dit risque d'y avoir un attentat à Moscou dans un lieu de concert. Est-ce que c'est Moscou qui n'a pas voulu en tenir compte ou est-ce que finalement il y a tellement d'avertissements qu'il est passé un peu en dessous des mailles du filet ? Voilà, on est évidemment dans les supputations, donc c'est difficile de répondre à cette question. Parce qu'on est déjà surpris que les États-Unis envoient ce genre d'avertissement à la Russie. Oui, ça. Alors, il est rare que la coopération antiterroriste s'arrête complètement entre les États, parce que il y a quand même un minimum qui généralement perdure, et c'est vrai que le fait de dire il y a des renseignements qui laissent penser qu'il pourrait se passer quelque chose, soit de le dire directement, soit indirectement, en publiant des alertes pour ses propres citoyens qui vivent dans un pays, par exemple, en disant éviter les rassemblements, il peut y avoir un risque. Ça, c'est quelque chose qui est en fait assez classique. Maintenant, il est vrai qu'on est rentré dans une ère où tout est pris avec beaucoup de suspicion, tout est interprété comme une possible manipulation. Et il est vraiment difficile de répondre à votre question. Il y a peut-être un peu des deux en réalité. À la fois cette méfiance vis-à-vis de la parole occidentale ou américaine, et puis en même temps une incapacité des services de sécurité à arrêter tous les attentats, comme c'est le cas dans de nombreux pays. On le dit souvent en France d'ailleurs, le risque zéro n'existe pas, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque radicalisé, etc. Ce sont des phrases très classiques, mais ce qu'il est important de rappeler, c'est que même dans les États autoritaires, même dans les États policiers, il y a des terroristes qui arrivent à passer entre les mailles du filet. Alors, je voulais vous interroger sur cette image qui tourne en boucle sur toutes les télés, sur les réseaux sociaux, des 4 suspects arrêtés, j'allais dire 4 Tadjiks, on n'est pas à 100% sûr que tous soient Tadjiks, qui ont vraisemblablement été torturés. Pourquoi est-ce que ces images sont montrées jusqu'à l'écœurement ? Il y a une arrière-pensée, j'imagine. Oui, évidemment. Je pense que le premier public, c'est le public russe, d'abord. Il s'agit de montrer que les services, en fait, sont efficaces, qu'ils sont capables d'arrêter des terroristes très rapidement après un attentat, alors qu'au départ, on a justement mis en avant les failles. Et puis, il s'agit de montrer qu'ils ne feront pas de quartier, qui feront preuve d'une brutalité pour mettre fin à la menace. Il faut se rappeler quand même que c'est Vladimir Poutine lui-même qui avait dit qu'il irait, je cite, et pardonnez-moi l'écart de langage, buter les terroristes jusque dans les chiottes.
Oui, on se souvient de cette phrase. Alors, on va rester sur cette phrase. On va marquer une petite pause, si vous le voulez bien, Marc Hecker, spécialiste du terrorisme et directeur adjoint à l'IFRI. Et juste après, on va continuer à parler à la fois de cette menace terroriste en Russie et bien sûr de cette menace qui vise la France, puisque nous sommes maintenant en alerte maximum. Europe 1 Soir. 19h33 sur Europe 1 et nous sommes toujours en direct dans ce studio avec Marc Hecker, directeur adjoint à l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. Encore un mot sur la Russie, on en parlait juste avant cette pause. Pourquoi la Russie et pourquoi maintenant ? La Russie est en fait un ennemi de longue date de la mouvance djihadiste. Il faut se souvenir que Al-Qaïda est né dans les années 80 dans la zone afghane, Afghanistan-Pakistan. Et à l'époque, l'ennemi, c'était l'Union soviétique. C'était suite à l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique. Ensuite, il faut se souvenir aussi qu'il y a eu les guerres en Tchétchénie, qui ont été menées avec une violence inouïe par la Russie. Et puis plus récemment, la Russie s'est engagée directement contre Daesh en Syrie, en soutenant Bachar el-Assad. Donc c'est vraiment un ennemi de longue date qui a déjà subi de nombreux attentats sur son territoire et dont les intérêts à l'étranger ont aussi été visés. On a par exemple oublié en France, parce que c'était quelques jours avant les attentats du 13 novembre 2015 et que cet événement, on le comprend, a un peu écrasé la mémoire collective, mais que à la fin octobre 2015, un avion de ligne russe avait été abattu par la branche du Sinaï en Égypte, déjà de Daesh. Donc c'est vraiment un ennemi de longue date et il n'est guère surprenant qu'il y ait encore des attentats de cette mouvance djihadiste, et en l'occurrence de Daesh, contre la Russie. Alors Daesh qui vise la Russie, mais pour vous, le groupe État islamique est aussi une menace pour toute l'Europe de l'Ouest. L'État islamique est encore effectivement une menace pour la France et pour l'Europe de l'Ouest, oui, c'est évident. Il y a des déclarations successives, il y a des arrestations régulières, donc oui, c'est encore une menace. Sachant qu'il y a l'Euro de football en Allemagne, qu'il y a les Jeux Olympiques en France. Alors justement, on va parler de la France. On le disait, nous sommes désormais en alerte maximum, urgence attentat. Et en même temps, Gérald Darmanin disait ce matin que la France empêchait des attentats quasiment tous les mois. Alors, qu'est-ce qui change ? Pourquoi finalement passer au niveau supérieur ? Oui, il y a des statistiques qui sont émises régulièrement par le ministère de l'Intérieur ou par d'autres autorités. Donc, plus de 40 attentats déjoués depuis 2017, plus de 70 depuis 2012 et les attaques de Mohamed Merah à Toulouse et Montauban. Donc, c'est vrai qu'il y a une expertise de nos services qui réussissent à déjouer fréquemment des attaques, mais de temps en temps, des individus réussissent à passer entre les mailles du filet. Des attentats sophistiqués comme celui de Moscou, qui rappelle un peu dans son mode opératoire les attentats du 13 novembre 2015, ça, en revanche, il faut dire qu'il y en a eu peu. En fait, c'est plutôt l'exception, ce type d'attaque très sophistiquée qui parvient à son terme. Alors, qu'est-ce qui change, pour répondre à votre question sur la hausse du niveau de Vigipirate ? Il change qu'il y a eu un énorme attentat à Moscou et que ça pourrait donner des idées en France. Donc c'est ça vraiment, je pense, qui a incité les autorités à augmenter le niveau de la menace. Je ne pense pas qu'il y ait à l'heure actuelle de groupes qui soient capables et qui soient dans un processus de projeter de la violence du même type en France. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'imaginer qu'il y ait eu un commando à Moscou et un autre commando en route vers Paris. À mon avis, ce n'est pas ça. Alors évidemment, il faut quand même toujours être prudent dans ce genre d'analyse, mais voilà, je pense vraiment que ce qui a incité, c'est plutôt l'idée que ça pourrait inspirer et inciter au passage à l'acte des individus déjà radicalisés sur le territoire national. Alors Marc Hecker, si vous le voulez bien, on va prendre Jean au téléphone, qui est professeur de maths et qui nous appelle d'Indre-et-Loire. Bonsoir Jean. Bonsoir Madame Zalani. Merci beaucoup de votre appel. Quand vous entendez ce que dit Marc Hecker, est-ce que vous êtes inquiet ? C'est vrai que c'est inquiétant, mais ce qui est surprenant, c'est de constater aussi que, par exemple, la déclaration de Gérald Darmanin de se féliciter du fait que beaucoup d'attentats aient été déjoués, certes, mais on se rend compte quand même que le fonctionnement de la justice et le fonctionnement en général des institutions françaises ne permet pas en même temps de traiter cette menace de manière efficace. C'est ça qui est surprenant. Mais quand on passe comme ça en alerte maximum attentat, qu'il y a un déploiement de sentinelles plus important, ça ne vous rassure pas tout de même ? Vous n'avez pas l'impression d'être bien protégé par les autorités françaises ? Bien protégé, non, parce que c'est vrai que forcément, Gérald Darmanin a à cœur, entre guillemets, de bien faire les choses, forcément, et il est sincère évidemment dans sa démarche. Mais le problème, c'est qu'il faudrait traiter beaucoup plus les causes
Et les causes sont connues, malheureusement, l'immigration, bien entendu, et puis également un communautarisme qu'on a laissé proliférer dans tout le territoire maintenant. Et c'est vrai que tant qu'on ne traite pas les causes de manière efficace, on aura ce genre de drame qui vont se répéter. C'est étonnant que ça arrive, enfin étonnant entre guillemets que ça arrive également en Russie, mais on voit bien que là aussi la désagrégation entre guillemets de l'État russe en ce moment fait que maintenant en Russie aussi des attentats de ce type-là arrivent, ce qui prouve bien que le pouvoir de Poutine vacille également. Merci beaucoup pour cet appel, Jean. Marc Ecker, Jean disait qu'il fallait prendre le problème à la base. Lui, il estime que c'est l'immigration. Est-ce que finalement, la question vous paraîtra peut-être un peu compliquée, mais est-ce qu'on peut imaginer un jour éradiquer le terrorisme islamiste, ou c'est totalement impossible? Moi, je suis plutôt d'abord de ceux qui pensent qu'effectivement, quand on a affaire à une idéologie, c'est très difficile à éradiquer. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il faut voir ce qui attire les individus vers cette idéologie. Ensuite, il faut regarder qui sont les personnes qui rejoignent ces groupes. Il y a quelques années, j'avais fait une étude qui d'ailleurs est disponible sur le site internet de l'IFRI et qui intéressera sûrement votre auditeur, qui s'appelait 137 nuances de terrorisme. J'étudiais les profils de 137 personnes condamnées pour terrorisme en France. Il y avait 93% de Français dans cet échantillon. Donc dire que c'est l'immigration, c'est une fausse idée. Alors après, je remontais aussi à la deuxième génération, à la troisième génération. On voyait qu'il y avait un lien quand même avec l'immigration, puisqu'il y avait une partie non négligeable de cet échantillon, et même majoritaire en réalité, dont les parents ou les grands-parents étaient eux-mêmes issus de l'immigration. Donc il ne faut pas non plus nier... Donc c'est une intégration qui est ratée. Donc ça veut dire qu'il faut être plus subtil dans l'analyse des causes, ne pas avoir non plus une analyse trop noire et blanc du sujet, parce que certains vont vous dire ça n'a rien à voir avec l'immigration. Je pense que c'est trop naïf de dire ça, et ça nie une certaine réalité. Et d'autres vont dire c'est la faute de l'immigration. Et là encore, je pense que c'est excessif. Donc il faut essayer d'avoir une analyse nuancée là-dessus. Ensuite, sur l'aspect sécuritaire, moi je me sens protégé par le gouvernement français. Il y a énormément de mesures qui ont été prises pour nous protéger, et puis demain pour protéger les Jeux Olympiques, puisque tout le monde a les Jeux Olympiques en ligne de mire. Personnellement, moi j'irai avec ma famille, et j'irai pas la peur au ventre. Donc ça, je pense qu'il ne faut pas non plus répandre la peur et regarder froidement les bilans du terrorisme en France depuis quelques années. On n'a pas non plus... alors, si on démarre en 2020, on a des attentats évidemment extrêmement traumatiques, mais ça ne fait pas des centaines de morts. Donc là aussi, par rapport à l'écho qu'on donne à cette menace, il faut essayer de l'évaluer, j'allais dire froidement, et de bien mesurer les risques. Les risques qui existent, encore une fois. Il y a ce qu'on a beaucoup appelé les loups solitaires. Ça a été le cas pour Samuel Paty, pour encore le professeur Dominique Bernard. C'est ces jeunes qui s'endoctrinent, semble-t-il, tout seuls, finalement. Alors, j'aime pas trop l'expression loup solitaire, parce qu'en général, on s'endoctrine pas seul. Et justement, pour rebondir sur ce qu'a dit votre auditeur, souvent, il y a un écosystème radical et communautariste qui, quand même, nourrit le passage à l'acte de ces individus et leur radicalisation. Donc là-dessus, méfiance. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a des gens qui passent à l'acte seuls, inspirés notamment par la propagande en ligne, et qui généralement le font avec des moyens low cost, donc avec un couteau, avec un véhicule bélier, etc. Donc effectivement, ça fait peur, mais la probabilité aujourd'hui pour qu'un Français soit blessé ou meure dans un attentat est quand même extrêmement faible. Donc ça va pas rassurer tout le monde que je dise ça, mais quand même, essayons de garder un peu de mesure. Voilà, gardons de la mesure, et vous vous montrez rassurant, c'est important. Je vous remercie beaucoup, Marc Ecker, spécialiste du terrorisme, directeur adjoint à l'Institut français des relations internationales. Votre dernier livre s'intitule La guerre de 20 ans, djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle, et c'est aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup d'être venu dans ce studio.